Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Je sais que j'ai trop tardé pour reprendre les vidéos sur ma chaîne, mais il y a beaucoup de justificatifs que je ne vais pas émettre comme ça. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je remercie tous ceux qui me sont restés fidèles malgré que j'étais absente. Et nous allons entreprendre une nouvelle série donc, de petites vidéos et pour expliquer certaines choses qu'on voit constamment sur les réseaux sociaux, mais qu'on n'arrive peut-être pas à très bien comprendre le fondement dont les propagandes sont très alarmantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Musée de l'Homme, donc le Musée de l'Homme qui se trouve à Paris. Et on va voir ensemble comment il a été créé, fondé, dans quelle perspective, les buts, les collections qui se trouvent au musée, notamment ce qui concerne l'être humain, donc le corps humain, donc que ce soit les crânes ou autres membres du corps humain qui se trouvent dans ce musée-là. Et bien sûr, la relation qui est très étroite avec ce que nous avons déjà vu couler, ça fait couler beaucoup d'encre sur les crânes des résistants algériens, dont je vous renvoie à une vidéo, à une de mes vidéos qui justement parle de ce sujet-là, spécifiquement des crânes qui ont été retournés au pays, qui ont été enterrés dans la dignité au cimetière de El Alia. Aujourd'hui, on va se consacrer donc au Musée de l'Homme. On va commencer par expliquer ce qu'est le Musée de l'Homme. Donc, le Musée de l'Homme a vu le jour en 1937, lorsque l'anthropologue Paul Rivet, à l'occasion de l'exposition universelle à Paris de 1937, a mis en place ce musée-là, mais au fait, qui est une extension du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui lui a été créé en 1878. Donc ce musée-là initialement était un musée, ou plutôt un centre aussi de recherche, qui est soumis à la tutelle de plusieurs ministères français et au Centre national de la recherche scientifique. Tous les objets qui se trouvent dans ce musée ont été récoltés un peu partout dans le monde, surtout là où les Français ont mis les pieds comme colonisateurs ou explorateurs. Et au-delà des objets d'archéologie ou des artefacts, il y a quand même des ossements humains. Il y a des crânes, des mandibules et des squelettes entiers. Au départ, l'idée de ce musée était un lieu d'étude et de recherche pour comprendre l'homme, mais en quelque sorte, il a été détourné de sa vocation initiale et les scientifiques, entre guillemets, parce que je ne sais pas ce que veut dire un scientifique à ce moment-là, ils ont, avec leurs pratiques barbares, ils ont ramassé des têtes un peu partout, surtout des têtes de personnes qu'ils ont décapitées, comme des résistants ou autres. Et ces crânes-là, d'après les scientifiques, vraiment n'ont aucun intérêt pour la science. Il faut dire que c'était des trophées à exhiber pour asseoir l'autorité et le pouvoir colonial. D'où viennent justement ces collections, entre guillemets, que je pourrais dire macabres, parce que c'est quand même de l'être humain, mais on va commencer par le commencement, voir ensemble quelques pièces maîtresses de ce musée. Sur les 18 000 crânes qui se trouvent dans ce musée, seulement 500 ont été identifiés clairement. Donc, dans le crâne du mathématicien et philosophe... Le crâne du mathématicien et philosophe du XVIIe siècle, René Descartes, décédé en 1650 à Stockholm, lors de l'exhumation de ses restes en 1667, en vue de son transfert vers l'église Saint-Germain-de-Prés à Paris, et se sont aperçus que la tête manquait. Sa tête ne va être retrouvée que par un hasard quelques années plus tard, lorsque
le collectionneur qui détenait cette tête-là est décédé et que tous ces objets ont été mis aux enchères. Et c'est à ce moment-là qu'on a retrouvé la tête de Descartes. La deuxième tête qu'on voit ici, le deuxième crâne qu'on voit ici est celui du roi Toera du Madagascar qui a été décapité par les colons français en 1897 et que le Madagascar essaye de récupérer depuis maintenant 20 ans. On a aussi un crâne qui passe pratiquement inaperçu et dont on n'en parle pas. C'est le crâne de l'étudiant syrien, kurde syrien, Souleymane El-Halabi. Ce Souleymane El-Halabi qui étudiait à Al-Azhar avait tué le général Klébar en Égypte lors de la campagne d'Égypte par Napoléon Bonaparte en 1800. Nous avons encore ici un autre crâne. Cette fois-ci, il vient de la Patagonie. C'est le crâne du fils du cacique Sakamata, l'un des chefs d'une tribu de Patagonie qui a été dérobé ou volé par un explorateur français vers la fin du 19e siècle. Donc, ici, nous avons notamment les crânes des combattants maoris, de ces guerriers farouches maoris. Ils étaient 18 donc, que détenait le musée, mais la Nouvelle-Zélande a réussi à les récupérer juste avant l'Algérie. Donc, nous arrivons ici à la relation avec les crânes algériens ou les crânes des résistants algériens. Et comme je l'avais dit auparavant, parce qu'on se pose toujours la question pourquoi est-ce qu'on ne rapatrie pas tous les crânes et les ossements d'Algériens qui sont dans ce musée, et c'est chose impossible parce que il faut les identifier d'abord clairement. Et ce qui est une chose impossible, parce que la plupart des crânes qui sont dans ce musée-là, et je rappelle qu'il y a... Ces milliers de crânes, seuls 500 sont identifiés. Parmi eux, 36 Algériens, dont des chefs rebelles tués puis décapités par le corps expéditionnaire français au milieu du 19e siècle. Ça reste des objets scientifiques. Alors, le fait que ce soit des restes identifiés, en fait, rajoute, je dirais, rajoute un élément, mais qui n'est pas un élément scientifique. C'est un élément, je dirais, moral, enfin, puisqu'il peut y avoir des descendants. Et donc, on est, je dirais, dans une autre... il y a un autre droit, en tout cas, il y a une autre logique qui s'applique, qui est la logique de la famille. Des Algériens, et pour cause. Ils se trouvent dans une autre salle, dans une armoire métallique fermée. C'est ici qu'on a mis tous les crânes algériens, puisque... considérant que, étant donné l'enjeu et la polémique en cours, en fait, on les a retirés de la vision du public. Chérif Boubarla, crâne numéro 5940. Aïssa Al-Hammadi, tête momifiée numéro 5939. Cheikh Bouziane, crâne numéro 5941. Simous Al-Darqawi, crâne numéro 5942. Mokhtar Al-Titraoui, crâne numéro 5944. Que crânes qui ont été rapatriés par l'Algérie étaient clairement identifiés parce qu'il y avait le nom de la personne ou du résistant qui était inscrite directement sur le crâne, comme on le voit sur ces photos-là, et le numéro du box ou de la boîte où ce crâne était entreposé, ce qui était facilement identifiable, et qu'avec ça il y a eu vraiment des études et très sûres de ce que l'Algérie va ramener. Mais j'attire votre attention que ce musée de l'homme n'est pas comme je le vois là, le musée des crânes de l'Algérie, hein, parce que ça revient tellement, mais c'est un musée de l'homme, comme je l'ai déjà expliqué, qui contient des ossements, notamment des crânes, mais aussi des objets, des artefacts, plein de choses qui concernent l'être humain depuis la préhistorique à nos jours. Que parmi tous ces crânes-là identifiés, donc nous disons qu'ils sont à peine 500 sur les 18 000, nous avons donc les 24 crânes algériens qui ont été récupérés. Les chiffres sont approximatifs
entre 24 crânes et 36 crânes d'Algériens et non pas 500. 500 crânes, c'est la globalité de tous les crânes qui ont été identifiés. Il y a cependant, il faut le dire, des ossements des crânes et des mandibules, etc., qui n'ont pas été identifiés, qui appartiennent aussi à des Algériens, mais aussi à des Tunisiens, Syriens, Gabonais et même à des Marocains. Ces Marocains qui passent leur temps à dénigrer, alors que le musée contient des crânes, des ossements, des mandibules et des squelettes de Marocains, comme on peut le voir sur le site du musée. Juste mettez le nom du pays que vous désirez dans la zone de recherche, comme ici, et voilà le résultat. Et donc, il ne faut pas focaliser sur juste les crânes algériens, et on va expliquer justement pourquoi la France, dont ce musée devait être un musée d'anthropologie, a quand même dépassé beaucoup ses limites dans une sorte entre guillemets, de barbarie, parce que ces crânes de résistants algériens qui ont été décapités et amenés à Paris, ce n'était pas dans des études anthropologiques, mais c'était pour donner une leçon en quelque sorte aux Algériens, pour leur dire finalement voilà ce qu'on fait de vos résistants. Et aussi c'était des trophées de guerre. Ne pas oublier que c'était des trophées de guerre qu'on devait exhiber pour asseoir cette autorité et ce pouvoir colonial. En finale, l'Algérie avec l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ont réussi à rapatrier des restes humains de leurs ressortissants, tandis que Madagascar et l'Argentine essaient toujours. En dernier, puisque j'arrive à la fin de la vidéo, je vous souhaite de passer d'agréables moments et que je prends rendez-vous avec vous pour un autre sujet qui, j'espère aussi, vous plaira et trouvera un écho favorable chez vous.